Éric Tegner. Bonsoir cher Éric, directeur de la rédaction de Livre Noir. Merci d'être présent également. 67% des Français, au contraire du président de la République, donc se disent favorables à ce que la France mette en place une politique similaire à celle du Royaume-Uni qui prévoit donc d'expulser vers le Rwanda les migrants présents illégalement sur son territoire. Éric Tegner, c'est vrai que c'est pas rien comme mesure qu'un pays tiers gère les migrants qui ne viennent pas de ce pays, donc moyennant finance. Ça peut faire réfléchir même les plus virulents défenseurs des renvois des migrants illégaux. Oui, mais Julien, dire ça, c'est méconnaître la situation là-bas. C'est déjà le cas. Où ça, au Rwanda ? Aux gens en Afrique. Les principales migrations, elles sont en Afrique. Je vais vous prendre un cas qui parle aux Français. Par rapport à Mayotte, la majorité des migrants africains qui viennent à Mayotte, ils partent d'où ? De Tanzanie. Parce qu'en Tanzanie, il y a 200 000 réfugiés. Et donc, en ce moment, la France est en train de réfléchir à faire un peu ce que fait l'Espagne, par exemple, avec la Mauritanie et le Sénégal. Moi, c'est ce que j'ai vu, à faire en sorte de négocier. Ce que pourrait faire l'Italie avec l'Albanie. Voilà, exact. Et donc là, c'est plutôt le côté la France commence à négocier avec la Tanzanie, potentiellement pour dire, on va empêcher les départs. Parce qu'on sait que dès qu'il y a des départs, de toute façon, s'ils arrivent en Europe, on est obligé de les garder. Et donc, il leur confie la gestion de migrants africains qui ne viennent pas de Tanzanie. Donc, c'est ça la logique aujourd'hui qu'essayent de développer justement les Britanniques. Ça, c'est une logique de politique de retour. Mais il ne faut pas se contenter du Rwanda. D'ailleurs, il faut signifier qu'aujourd'hui, le Rwanda est un pays, alors dans l'univers un peu intellectuel français, on pense au Rwanda, on se dit c'est une situation très complexe là-bas, etc. Absolument pas, ça se passe très bien. Le principal objectif, ça compte, c'est d'envoyer un message aux pays africains, et notamment aux migrants qui veulent partir en Europe. Et vous pensez que ça peut être efficace et dissuasif ? Il ne faut pas venir chez nous, mais bien entendu, parce qu'en fait, à partir du moment où ils traversent, de toute façon, ce n'est plus possible. La France doit le faire. Mais bien sûr, il faut arrêter de leur dire qu'en fait, qu'ils sont les bienvenus. Il faut empêcher les départs. Et eux-mêmes sont les premiers à s'en plaindre, en fait. Les Sénégalais ou d'autres disent qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui traversent, qui sont prêts à payer 3 000 € pour un passeur, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Ce sont d'une certaine façon ces entrepreneurs du 21e siècle, parce que, mine de rien, il faut avoir du courage pour traverser l'Atlantique, pour traverser la Méditerranée. C'est ce que Stephen Smith expliquait dans Ruée vers l'Europe, sur le fait qu'en fait, on était en train de piller leur élite. Donc aujourd'hui, les Britanniques, l'objectif, c'est pas les 50 prochaines années de systématiquement les envoyer vers le Rwanda, mais de commencer un rapport de force avec tous les autres pays en leur disant simplement, vous allez accueillir à nouveau vos ressortissants. La certitude, moi j'ai rencontré un passeur au Sénégal, la certitude... En attendant, vous avez 5 personnes il y a 2 jours qui sont morts dans la Manche. Ils veulent tous partir. Ils savent aujourd'hui que justement l'Europe c'est l'Eldorado. Ils sont au courant des aides sociales. Moi j'ai un passeur qui me disait très clairement, ici au Sénégal, tu vas à l'hôpital, tu dois payer. En France, tu n'as pas à payer. Et donc ils sont prêts aujourd'hui à partir. Et pourquoi ils partent aussi ? Parce que moi j'ai vu des migrants qui m'expliquaient, oui mais de toute façon ma mère me disait, t'as vu tes frères, ils sont partis. Et aujourd'hui, tu nous coûtes de l'argent. Donc il faut que tu partes et tu vas nous envoyer. Il y a une pression en fait aujourd'hui. Il faut le comprendre. Au niveau des pays africains, c'est plus facile pour le Rwanda de négocier avec la RDC qui effectivement a des conflits internes, le renvoi, que pour la France qui pourtant est la 7e puissance économique mondiale, de renvoyer quelqu'un au QTF. C'est ça la réalité. Donc on est en train de déléguer justement à un pays africain cette capacité, parce que justement ce qui est paradoxal, c'est que les Africains arrivent mieux à négocier que nous, parce que nous ne souhaitons pas le faire. Moi je suis pas le philosophe du plateau. Non. Pour moi la sensibilité ça compte pas, parce que c'est manipulable. Demain, on peut avoir un témoignage. Oui, après, demain, un autre témoignage. Ça compte. Moi, ce qui me dérange, je vais vous dire, c'est qu'en fait, c'est toujours le même. Mais il y a assez peu de recul. Des enfants nés de GPA et qui sont capables d'en parler aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Justement, Julien, la clé, c'est pas de compter est-ce qu'il y a plus ou moins de victimes. La clé, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir une société où demain, en fait, il y a le bien et il y a le mal. On ne doit pas pouvoir faire le mal uniquement parce que vous êtes d'accord et parce qu'il y a un contrat. En fait, la loi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez le mal ? La loi, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait, priver un enfant de son père ou de sa mère, ce n'est pas bien. C'est pas parce que quelqu'un va le vouloir, va être d'accord, c'est pas parce que l'enfant finalement va être content que ça n'empêche pas que c'est mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Julien, la société, la loi, elle est censée être meilleure que l'homme. C'est pour ça qu'on vit en société. Et ça, on a du mal aujourd'hui à le rappeler. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'être ensemble. Et donc, on peut comprendre les cas individuels. Mais à un moment donné, justement, le législateur, lorsqu'il va se poser, il va induire cette question de la morale. Et non la question, parce que demain, dans ce cas-là, on va aller sur l'eugénisme. On va se retrouver dans 15 ans sur un plateau. On va dire, effectivement, on va aller trouver quelqu'un qui va être augmenté, qui aura été sélectionné, qui aura un QI de 150. Est-ce que vraiment, il va dire, non, j'aurais préféré être à un QI de 80 ? Non, pas du tout. En fait, tout le monde sera content de se retrouver dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est la société dans laquelle on veut vivre ? Est-ce qu'on pense que c'est ça qui est être bien ? Et en fait, on refuse
refuse de se poser cette question-là, parce que pour les hommes politiques aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'ils sont en permanence justement mus par cette société de la communication. On le sait, on est journaliste, on est dans les médias. C'est très dur de dire la vérité. Favorable à la légalisation de la GPA. Mais vous savez, mais la GPA en est... Aucun parti politique n'est favorable. Il n'a pas de parti politique, il n'est pas au pouvoir. Le simple fait d'en parler depuis 20 minutes montre favorable à la GPA montre qu'on y est déjà. Lorsqu'on parlait il y a 3 ans du fait que justement mettre en place en même temps les amis l'adoption pour les couples homosexuels à l'arrivée sur la GPA, on disait mais non c'est faux, c'était comme à l'époque mariage pour tous, la PMA, etc. En fait quand Emmanuel Macron se prononce contre la GPA mais laisse dire quand même à ses ministres etc que ça pourrait, c'est quoi? C'est qu'eux ils sont pas fondamentalement contre, ils pensent juste que la société n'est pas prête. Donc ça veut dire qu'ils sont incapables en tant qu'hommes politiques de poser un acte concret parce qu'ils pensent simplement qu'il faut évoluer. Non, ils pensent que c'est trop tôt. Il y a un côté assez inéluctable. J'ai l'impression qu'il y a un côté assez inéluctable. Mais il ne joue pas son rôle de politique, d'imposer quelque chose. Sinon, il ne sert à rien. Éric Tegner, que l'Europe est dans son ADN. C'est peut-être la seule vraie conviction, d'ailleurs, qu'on peut lui prêter après 7 années au pouvoir. C'est un européiste, presque un... Il idolâtre presque l'Europe, notre chef d'État. Oui, et le seul argument d'ailleurs aujourd'hui des porte-paroles de Renaissance, c'est de dire qu'en 2016, c'était le premier à assumer le drapeau européen à côté du drapeau français dans sa campagne présidentielle. Je pense qu'il faut raison garder, c'est que ce discours aujourd'hui est un échec de communication. Globalement, peu de gens en ont entendu parler. Sorbonne 2 ne remplace pas Sorbonne 1. Mais les gens se rappellent d'abord qu'il a tenu à peu près le même discours il y a 7 ans et que ça n'a pas véritablement fonctionné. Aujourd'hui, lorsqu'on se met dans la tête d'Emmanuel Macron sur sa stratégie, la vérité... Il y a eu des mots forts, hein. Notre Europe est mortelle, court le risque immense de se retrouver relégué. Il a échoué parce qu'aujourd'hui, le centre de gravité de la puissance européenne n'est pas au niveau de la France. Il est plutôt au niveau du Nord et également des pays de l'Est. Hein. On le voit bien, ça s'est complètement reconfiguré. Et ce que ça rappelle aussi, c'est le peu de pouvoir aujourd'hui d'Emmanuel Macron. On sait très bien que dans cette campagne justement des européennes, d'abord, il y a cette interrogation, est-ce qu'il doit s'impliquer ou non? Parce qu'à un moment donné, il doit aussi éviter d'avoir ce vote sanction. Et la vérité, c'est que Emmanuel Macron, en fait, passé la période des Jeux Olympiques de 2024, son mandat, il est terminé. Et ça, il le sait très bien. On va commencer justement cette campagne, cette pré-campagne un peu de qui va être son successeur pour l'élection de 2027. Éric Tegner, vous êtes Emmanuel Macron ce soir, vous êtes inquiet? Vous savez, Emmanuel Macron, il a un petit côté... Difficile pour vous d'imaginer être Emmanuel Macron? Mais il a un côté Jean-Claude Gaudin, vous savez, c'est après moi le déluge. Un peu Nicolas Sarkozy aussi. C'est-à-dire que ce qui fait que c'est compliqué pour son camp quand même pour 2027, c'est qu'il détesterait se dire qu'un Gabriel Attal, qui était le petit gars qu'il a trouvé, qu'il a poussé, va se lancer. Et en plus, imaginez, vous croyez vraiment que quelqu'un qui succéderait à Emmanuel Macron chez Renaissance le ferait en ayant à tous ces meetings Emmanuel Macron et en disant tout ce qui a été fait, c'est génial, on va faire la même chose. Non, ils seront obligés de se différencier. Donc Emmanuel Macron détestera ça. C'est parce que lui considère aussi, parce qu'il a été réélu, mais qu'est-ce qui peut barrer la route à Marine Le Pen dans les 3 ans à venir? Honnêtement, je vais vous dire quasiment rien. Il y a un seul élément qui... Si, le cordon sanitaire qui sera réactivé entre les 2 tours. Non, mais le monde a changé. C'est plutôt... Ah non, le monde médiatique n'a pas changé. À part CNews peut-être, mais... C'est plutôt d'avoir un doute sur les sondages. Je pense par exemple que si Jordan Bardella fait en dessous de 30% pour les élections européennes alors qu'on lui met à chaque fois 31,5%, les gens se diront... Oui, dans le fond, c'est toujours pareil. C'est un peu comme lors des dernières régionales. On fait des sondages hauts, ils sont plus bas, donc on a une chance. Si là, il fait plus de 30%, ça va être cataclysmique. Les gens aujourd'hui, vous avez vu, s'il y avait eu ce sondage-là il y a 3 ans, mais tout le monde, ça ferait la une. Et on en est réduit, on se sent obligé de relativiser. Parce qu'en fait, on sait tous que, oui, à aucun moment donné, elle ne sera pas au second tour. Et au second tour, on sait très bien que les LR, ils n'attendront qu'une chose, c'est d'y aller. Et même Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ne se prépare pas à gagner 2027. Il se prépare à refuser le score un peu à la Trump de Marine Le Pen, à mener la révolution dans la rue. Voilà le paysage politique comme lequel il est en train de se dessiner. Un autre élément à mettre en avant, c'est qu'il y a l'option Bardella qui est testée. Oui. Il est très fort aussi. Alors qu'on voit très bien que selon que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal ou Darmanin, c'est plus ou moins 15. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un socle RN qui aujourd'hui est indestructible. Et que Marine Le Pen, en fait, on a beau dire... Non mais c'est-à-dire qu'on a beau dire... Non mais on a beau dire Bardella, il parle à plus de monde. Marine Le Pen reste beaucoup plus forte aujourd'hui que Jordan Bardella. Est-ce que c'est Eric? Vous parliez tout à l'heure du
du manque d'influence de la France, il faut rappeler qu'on a 4 otages français en Iran aujourd'hui. Aussi. Il y a un Français qui s'appelle Louis Arnaud. Au mois de novembre dernier, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais qui en parle ? Je pense qu'on en parle ce soir. Il y a énormément de Français qui nous regardent qui n'étaient pas au courant de cela. Non. Et donc là-dessus, effectivement, il y a un Français qui a été libéré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a eu des libérations qui ont été faites justement au mois d'octobre dernier, mais il en reste encore aujourd'hui. Et comme à chaque fois, comme on l'a vécu aussi sur le cas justement des otages du Hamas, on entend assez peu la voix de la France.